Bonjour et bienvenue dans Relire. Je prends un livre dans ma bibliothèque et je le relis à haute voix. Tel est le principe de cette série de vidéos qui a commencé avec D'Herborance de Charles Ferdinand Ramu, qui s'est poursuivi avec Un cœur simple de Gustave Flaubert et qui commence donc aujourd'hui son troisième moment de relecture, moment qui durera assez longtemps parce que je vais reprendre un livre qui m'avait marqué à sa première lecture, Le rivage des Syrtes de Julien Gracq, publié à la librairie José Corti en 1951 dans une version ici, vous voyez que le livre est ancien, il date sans doute précisément de 1951. Et donc, je vais retrouver ce livre dont j'ai des souvenirs assez vagues. Un livre qui ne raconte pas grand-chose dans ma mémoire. Peut-être que ma mémoire me fait défaut, qu'elle fait des siennes, où on attend beaucoup, on attend une guerre peut-être qui arrivera, qui n'arrivera pas. Et puis, ce dont je me souviens aussi, et c'est pour ça que je veux le relire, avec quelques petits commentaires de temps en temps, c'est du style de Julien Gracq. J'ai lu d'autres Julien Gracq depuis, où j'ai retrouvé ces phrases qui sont de longues phrases qui donnent à la fois de la précision et aussi qui embarquent dans une sorte de rêve. Vais-je retrouver ceci? Allons-nous retrouver ceci dans Le rivage des Syrtes? Eh bien, commençons directement la lecture avec le premier chapitre, une prise de commandement. J'appartiens à l'une des plus vieilles familles d'Orsena. Je garde de mon enfance le souvenir d'années tranquilles, de calme et de plénitude, entre le vieux palais de la rue San Domenico et la maison des champs au bord de la Zenta, où nous ramenait chaque été et où j'accompagnais déjà mon père, chevauchant à travers ses terres ou vérifiant les comptes de ses intendants. Ce début nous inscrit dans un monde qui sonne italien, San Domenico, la Zenta, Orsena, mais où est-ce exactement? Et quand est-ce? Quand y avait-il des intendants? Dans une période un peu ancienne? La Renaissance, peut-être. Mes études terminées dans l'ancienne et célèbre université de la ville, des dispositions assez naturellement rêveuses et la fortune dont je fus mis en possession à la mort de ma mère firent que je me trouvai peu pressé de choisir une carrière. On est dans des milieux assez aisés dans ce départ. La seigneurie d'Orsena vit comme à l'ombre d'une gloire que lui ont acquise au siècle passé le succès de ses armes contre les infidèles et les bénéfices fabuleux de son commerce avec l'Orient. Tout de suite là, on a la rêverie qui commence à prendre. Elle est semblable à une personne très vieille et très noble qui s'est retirée du monde et que, malgré la perte de son crédit et la ruine de sa fortune, son prestige assure encore contre les affronts des créanciers. Son activité faible, mais paisible encore, et comme majestueuse, est celle d'un vieillard dont les apparences longtemps robustes laissent incrédule sur le progrès continu en lui de la mort. Les charges publiques et le service de l'État, pour lequel le zèle du patriarcat antique d'Orsena est resté légendaire,
dans cet état d'infirmité, conserve donc peu d'attrait pour ce qu'il y a de bouillonnant et d'illimité dans les impulsions de la jeunesse. Le déclin de l'âge marque le moment où l'on accède aux charges de la seigneurie avec le plus d'efficace. Quelque chose de romanesque et d'inemployé flottait donc sur la vie libre et à beaucoup d'égards peu édifiante que menaient dans la ville les jeunes gens nobles. C'est sans doute quelque chose de commun à tous les jeunes gens nobles que ce quelque chose de romanesque et d'inemployé. Je me mêlais de bonne foi à leurs plaisirs fiévreux, à leurs enthousiasmes d'un jour, à leurs passions d'une semaine, le bâillement précoce et la rançon des classes trop anciennement assises sur le fait, et j'accédai très vite aux délices, vantées dans la jeunesse dorée de la ville, de l'ennui supérieur. Ça, c'est en italique, l'ennui supérieur. Mes journées se partageaient entre la lecture des poètes et les promenades solitaires dans la campagne. Par les soirées orageuses de l'été qui font peser sur Orsena comme un manteau de plomb, j'aimais à m'enfoncer dans les forêts qui cernent la ville. Le plaisir de la chevauchée libre redoublait en moi avec les heures, comme redouble la vitesse d'une bête généreuse. Souvent, je ne tournais bride qu'au crépuscule. J'aimais ces retours dans la pénombre montante. Comme la cime de ces bannières s'ennoblit pour nous d'un reflet de plus grand prix, parce qu'il monte d'une brume de siècles, les dômes et les toits d'Orsena jaillissaient plus limpides du brouillard. Les pas assagis de mon cheval vers la ville me paraissaient alourdis d'un secret. Mes occupations de la nuit étaient plus frivoles. Je me mesurais aux jeunes gens de mon âge dans les joutes platoniques des académies. Drôle de frivolité. Qui fleurissent à Orsena à mesure que le Sénat s'y vide. J'accordais beaucoup à l'amour. Et je m'y montrais aussi ardent et aussi libre qu'aucun autre. Il arriva que ma maîtresse me quitta. J'en eus d'abord seulement de l'humeur, et je ne m'alarmai vraiment qu'en mesurant soudain le peu d'inclination que je me sentais à en prendre une autre. Cet accro médiocre à des occupations dont les mailles s'étaient, sans que je le susse, peu à peu démesurément distendues, fit soudain s'effiler en lambeaux sous mes yeux ce que je considérais peu de jours encore auparavant comme une existence acceptable. Ma vie m'apparut irréparablement creuse. Le terrain même sur lequel j'avais si négligemment bâti s'effondrait sous mes pieds. J'eus soudain envie de voyager. Je sollicitai de la seigneurie un emploi dans une province éloignée. Là, on a lu le premier paragraphe. On est dans un texte très dense, très resserré, avec ces longues phrases qui nous font entrer d'emblée dans les rêves, les rêveries et les pensées et les soucis du narrateur ici. Le gouvernement d'Orsena, comme celui de tous les États mercantiles, s'est toujours distingué par une méfiance jalouse à l'égard des chefs et même des officiers subalternes de ses armées et de ses flottes. Contre les risques d'une intrigue ou d'un coup d'État militaire, longtemps redouté à l'époque où des guerres continuelles l'obligeaient à tenir en campagne des forces importantes, l'aristocratie d'Orsena n'a pas cru se prémunir assez en imposant la plus étroite suggestion des cadres militaires au pouvoir civil. Depuis des temps très reculés, on a toujours cette idée d'un passé très lointain,
Cela se passe quand, on ne sait pas trop, mais il y a un charroi d'histoire derrière. Depuis des temps très reculés, les plus nobles familles ne pensent point déchoir en déléguant auprès d'eux leurs jeunes hommes dans des fonctions qui touchent de fort près aux pratiques de l'espionnage, et dont l'effet a été longtemps d'étouffer dans l'œuf toute tentative de conspiration armée. Ce sont là les yeux, entre guillemets, célèbres de la seigneurie. Leur pouvoir mal délimité, mais en réalité toujours officieusement étayé par le poids d'un grand nom et le crédit d'une ancienne famille, leur laisse en général l'initiative la plus étendue, même au cours d'une campagne. L'unité de vue et l'énergie dans la conduite des guerres d'Orsena ont parfois souffert de l'atmosphère de méfiance et de la timidité dans le commandement qu'engendrent de pareilles pratiques. Mais on considère en revanche que la situation fausse qui leur est faite est propre à développer très tôt le doigté politique et le sens de la diplomatie chez ceux que la seigneurie destine à ses plus grands emplois. Ces débuts douteux d'espions accrédités se trouvèrent être ainsi longtemps le chemin obligatoire des plus hautes distinctions. Quelque chose d'un peu étrange dans ces espions officiels quasiment, où on s'espionne à l'intérieur même de l'État avec cette opposition des civils et des militaires qui n'est pas nouvelle. Dans l'état de décrépitude et d'énervement où sont tombées aujourd'hui ses forces, Orsena eût pu sans grand risque se relâcher d'une vigilance si soupçonneuse. Mais la force des traditions, comme dans tous les empires croulants, croît chez elle à mesure que se dénude plus ouvertement dans les rouages du gouvernement et de l'économie l'action prépondérante de tous les principes d'inertie. On délègue les fils de famille aux yeux, toujours entre guillemets ces yeux, ces espions, dans le même esprit anodin où ailleurs on les envoie voyager à l'étranger et prendre part aux grandes chasses, mais on les y délègue toujours. Un cérémonial devenu avec le temps à demi bouffon, mais soigneusement conservé, continue même à marquer cette espèce de prise de toge virile. Mon père, dans sa demi-retraite, s'était inquiété de ma vie de dissipation. Il apprit avec plaisir mes dispositions nouvelles. Il appuya ma démarche auprès de la seigneurie de tout son crédit qui restait grand. Peu de jours après qu'on l'eut informé d'une décision de principe favorable, un décret du Sénat me confirma dans les fonctions d'observateur auprès des forces légères que la seigneurie entretenait dans la mer des Syrtes. Et donc là, on a le rivage des Syrtes qui se rapproche, la mer des Syrtes. Voilà où se rendra notre personnage. Dans sa volonté arrêtée de m'éloigner de la capitale et de me rompre aux fatigues d'une vie plus rude, mon père m'avait servi peut-être au-delà de mes vagues désirs de changement. La province des Syrtes, perdue aux confins du sud, est comme l'ultima Thule des territoires d'Orsena. Des routes rares et mal entretenues la relient à la capitale au travers d'une région à demi désertique. La côte qui la borde, plate et festonnée de hauts fonds dangereux, n'a jamais permis l'établissement d'un port utilisable. La mer qui la longe est vide des vestiges et des ruines antiques, rendent plus sensible la désolation de ses abords. Ces sables stériles ont porté en effet une civilisation riche au temps où les Arabes envahirent la région et la fertilisèrent par leur irrigation ingénieuse. Mais la vie s'est retirée depuis
de ces extrémités lointaines, comme si le sang trop avare d'un corps politique momifié n'arrivait plus jusqu'à elle. Là, on a une phrase quand même assez géniale. Avec cette comparaison, on a comme si le sang trop avare d'un corps politique momifié n'arrivait plus jusqu'à elle. Tout d'un coup, les extrémités, le sang n'arrive plus jusqu'au bout des doigts, par exemple. Et c'est là que se rend le narrateur de notre histoire. On dit aussi que le climat progressivement s'y assèche et que les rares taches de végétation d'année en année s'y amenuisent d'elles-mêmes, comme rongées par les vents qui viennent du désert. Les fonctionnaires de l'État considèrent ordinairement les Syrtes comme un purgatoire, où l'on expie quelques fautes de service dans des années d'ennui interminables. À ceux qui s'y maintiennent par goût, on attribue à Orsena des manières rustiques et à demi sauvages. Le voyage au fond des Syrtes, quand on est contraint de l'entreprendre, s'accompagne d'un cortège de plaisanteries infinies. Elles ne manquèrent pas dans le banquet d'adieu que je donnai à mes compagnons de débauche la veille de mon départ. Et cependant, dans les intervalles des toasts et des rires, il régnait parfois autour de la table comme une imperceptible gêne, un silence difficile à combler, où passait une ombre de mélancolie. Mon exil était plus sérieux et plus lointain qu'il n'avait d'abord paru. Chacun sentait que la vie pour moi s'apprêtait à vraiment changer. Déjà le nom barbare des Syrtes m'exilait du joyeux cercle. Une brèche définitive, pour la première fois, allait s'ouvrir dans cette ronde d'amitié fraîche. Elle était faite. Déjà je gênais en la maintenant trop visible. On souhaitait obscurément de me voir disparaître pour l'aveugler. Comme nous nous séparions sur le seuil de l'académie, Orlando me serra soudain dans ses bras, d'un air tendu et absorbé qui contrastait avec les propos légers de la soirée, et me souhaita d'un ton sérieux bonne chance sur le front des Syrtes. Ce mot front vient tout d'un coup donner une gravité. C'est un front, il y a une guerre peut-être. Je quittai Orsena, le lendemain de bonne heure, dans la voiture rapide qui portait aux Syrtes le courrier officiel. Il y a un grand charme à quitter au petit matin une ville familière pour une destination ignorée. Rien ne bougeait encore dans les rues engourdies d'Orsena. Les grands éventails des palmes s'épanouissaient plus larges au-dessus des murs aveugles. L'heure sonnant à la cathédrale éveillait une vibration sourde et attentive dans les vieilles façades. Nous glissions au long des rues connues et déjà étranges de tout ce que leur direction semblait choisir pour moi si fermement dans un lointain encore indéfini. Cet adieu m'était léger. J'étais tout à goûter l'air acide et le plaisir de deux yeux dispos, détachés déjà au milieu de toute cette somnolence confuse. Nous partions à l'heure réglementaire. Les jardins des faubourgs défilèrent sans agrément, un air glacial stagnait sur les campagnes humides. Je me pelotonnai au fond de la voiture et me mis à inventorier avec curiosité un grand portefeuille de cuir que j'avais retiré la veille de la chancellerie en prêtant serment. Je tenais là, dans mes mains, une marque concrète de ma nouvelle importance. J'étais trop jeune encore pour ne pas trouver à la soupeser un plaisir presque enfantin. Il contenait diverses pièces officielles relatives à ma nomination, assez nombreuses, ce qui me rendit bonne humeur. Des instructions concernant les devoirs de ma charge et la conduite à suivre dans le poste que j'allais occuper.
je décidai de les lire à tête reposée. La dernière pièce était une forte enveloppe jaune scellée aux armes de la seigneurie. La suscription, manuscrite et soigneuse, arrêta soudain mon regard, à ouvrir seulement après réception de l'instruction spéciale d'urgence. Voilà qu'arrive, dans ce moment calme, l'urgence, mais l'urgence n'est pas encore là. C'étaient les ordres secrets. Je me redressai imperceptiblement et balayai l'horizon d'un regard déterminé. Un souvenir teinté à la fois d'absurde et de mystère remontait lentement jusqu'à moi qui m'avais aiguillonné sourdement depuis qu'on me destinait à ce poste perdu des Syrtes. Sur la frontière que j'allais rejoindre, Orsena était en guerre. Ce qui ôtait de la gravité à la chose, c'est qu'elle était en guerre depuis 300 ans. Une guerre de faible intensité. C'est écrit en 1951, en pleine guerre froide, cette histoire-là. On sait peu de choses dans la seigneurie sur le Farguestan, qui fait face au territoire d'Orsena par-delà la mer des Syrtes. Les invasions qui l'ont balayé de façon presque continue depuis les temps antiques, en dernier lieu l'invasion mongole, font de sa population un sable mouvant, où chaque vague à peine formée s'est vue recouverte et effacée par une autre, de sa civilisation une mosaïque barbare, où le raffinement extrême de l'Orient côtoie la sauvagerie des nomades. Sur cette base mal raffermie, la vie politique s'est développée à la manière de pulsations aussi brutales que déconcertantes. Tantôt le pays en proie aux dissensions s'affaisse sur lui-même et semble prêt à s'émietter en clans féodaux opposés par des haines de races mortelles. Tantôt, une vague mystique née dans le creux de ces déserts fond ensemble toutes les passions pour faire un moment du Farguestan une torche aux mains d'un conquérant ambitieux. Quelque chose qui fait penser peut-être à l'Empire ottoman ou à un Orient un peu mythique dans cette description du Farguestan. On ne sait guère plus à Orsena du Farguestan, et on ne souhaite guère en savoir davantage, sinon que les deux pays, on l'apprend sur les bancs de l'école, sont en état officiel d'hostilité. Il y a maintenant 3 siècles, en effet, à une époque où la navigation n'avait pas encore déserté les Syrtes, les pirateries continuelles des Phrygiens au long des côtes, au long de ces côtes, même plus précisément si je reviens à la lettre du texte, au long de ces côtes, déclenchèrent de la part d'Orsena une expédition de représailles qui parut devant la côte ennemie et bombarda ses ports sans ménagement. Plusieurs escarmouches s'en suivirent, puis les hostilités qui n'engageaient de part et d'autre aucun intérêt majeur languirent et s'éteignirent d'elles-mêmes tout à fait. Des guerres de clans paralysèrent pour de longues années la navigation dans les ports phrygiens. De son côté, celle d'Orsena entrait lentement en léthargie. On voit que tout s'endort ici. Ça languit, c'est la léthargie, c'est la paralysie. Ces vaisseaux désertèrent un à un une mer secondaire où le trafic tarissait insensiblement. La mer des Syrtes devint ainsi par degrés une vraie mer morte que personne ne songea plus à traverser. Ces ports ensablés n'accueillirent plus que des bâtiments côtiers du plus petit tonnage. Orsena, aujourd'hui, passait pour ne plus entretenir dans une base ruinée que quelques avisos du caractère le moins agressif, dont l'unique fonction est de faire à la belle saison la police de la pêche sur les bancs d'éponge. Mais dans cet engourdissement général, l'envie de terminer légalement le conflit
manqua en même temps que celle de le prolonger par les armes. On n'a même plus envie de régler le conflit, il est toujours là, mais latent, prêt à se réveiller peut-être, après 300 ans, qui sait. Tout ruinés qu'ils étaient, privés de leur force, Orsena et le Farguestan restaient deux pays fiers, jaloux d'un long passé de gloire, et d'autant moins disposés l'un et l'autre à faire litière de leur bon droit qu'il en coûtait peu désormais de le soutenir. Aussi réticents l'un que l'autre à faire la première ouverture d'un règlement pacifique, ils se murèrent tous deux dans une bouderie pointilleuse et hautaine et s'appliquèrent désormais d'un accord tacite à écarter jalousement tout contact. Orsena mit le banc sur la navigation en dehors des eaux côtières, et on a tout lieu de croire que des mesures analogues furent prises vers la même époque par le Farguestan. Les années s'accumulant d'une guerre aussi accommodante, on en vint peu à peu à Orsena à considérer tacitement l'idée même d'une démarche diplomatique pacifique comme un mouvement immodéré. Vraiment, on ne bouge plus, quoi. C'est vraiment le statu quo qui l'emporte ici. Comportant quelque chose, donc même la démarche pacifique et diplomatique, comportant quelque chose de trop tranché et de trop vif, qui risquait de retourner malencontreusement dans sa tombe le cadavre d'une guerre depuis longtemps morte de sa bonne mort. La liberté extrême que donnait cette issue indéterminée d'exalter sans démenti les grandes victoires et l'honneur intact d'Orsena était d'ailleurs un garant de plus de la tranquillité générale. Les derniers soupirs guerriers trouvaient leur exutoire à l'aise dans les fêtes qui continuaient à célébrer l'anniversaire du bombardement. Et lorsque le Sénat, se ravisant, décida d'affecter les crédits d'abord proposés pour une ambassade à l'érection d'une statue de l'amiral qui avait commandé contre le Farguestan, chacun à Orsena s'applaudit de cette décision essentiellement sage et sentit que par ses lèvres de bronze, la guerre du Farguestan avait vraiment expiré son dernier souffle. C'était là l'aspect placide et relevé même d'une pointe de bouffonnerie plaisante, sous lequel on considérait généralement à Orsena l'affaire du Farguestan. Il y en avait un autre. Lorsqu'on lisait les poètes d'Orsena, on était frappé de voir combien cette guerre avortée, à tout prendre extrêmement banal, et où nul épisode pittoresque ne paraissait propre à mettre en branle l'imagination, tenait dans leurs écrits une place disproportionnée à celle qu'elle occupait dans les manuels d'histoire. Là, le mythe va prendre le dessus sur l'histoire. Le mythe, la littérature, la poésie. Et plus encore peut-être que l'obstination qu'ils apportaient à la mettre en cause dans leurs envolées lyriques, était frappante la liberté excessive qu'ils prenaient ici d'ajouter sans mesure aux faits connus, d'entasser rallonge sur rallonge géante d'épisodes à cette guerre de troisième ordre, comme s'ils avaient trouvé là, pour leur génie, une source de rajeunissement inépuisable. À ces poètes savants, on trouvait d'ailleurs un puissant écho dans les traditions populaires. Les érudits avaient pu dresser un catalogue fort imposant des seuls récits du folklore relatifs au Farguestan. Ranimé ainsi subtilement dans les vers des poètes, il était significatif de remarquer que même la langue morte des actes officiels de tous les jours s'employait au mieux de son côté à conserver intactes les cendres de ce cadavre historique. Ainsi, on n'avait jamais consenti à la seigneurie, sous un spécieux prétexte de logique, à changer un mot au vocabulaire du véritable temps de guerre. La côte des Syrtes demeurait, pour les bureaux, le front des Syrtes. Flotte des Syrtes, les misérables carcasses que j'avais fonction de surveiller.
Étape des Syrtes, les bourgades qui jalonnaient de place en place la route du sud. Pas un feuillet ne s'était envolé du dossier constitué il y a 3 siècles à la chancellerie. J'avais pu le constater au cours du stage que l'école de droit diplomatique impose dans les bureaux. Les griefs articulés autrefois contre le Farguestan dormaient là, affilés comme au premier jour. Il y en a 72, m'avait confirmé le chef du département du Sud, comme on dénombre les canons d'une flotte de haut bord. Et j'avais compris que ces 72 griefs, d'une inflexion de voix, il les fondait à jamais dans le patrimoine d'Orsena. Et que ce dépôt précieux, il ne le rendrait qu'avec la vie. On pouvait considérer assez rêveusement, à la lueur de ces vagues indices, que l'inachèvement même de cette guerre, signe en réalité d'une chute de tension sans remède, était l'essentielle singularité qui nourrissait encore quelques imaginations baroques. Là encore, c'est tellement bien écrit. L'essentielle singularité qui nourrissait encore quelques imaginations baroques, comme si une conspiration latente se fût ébauchée çà et là de mains obstinées encore à tenir absurdement entr'ouvertes les lèvres prêtes à se sceller d'elles-mêmes de l'événement, comme si l'on avait chéri là inexplicablement l'anomalie bizarre d'un événement historique malvenu qui n'avait pas libéré toutes ses énergies, qui n'avait pas épuisé tout son suc. Situation de guerre maintenue malgré l'absence d'événements guerriers. On pense par exemple à la situation aujourd'hui encore en Corée. La guerre de Corée, c'est précisément d'ailleurs l'époque où ce livre est écrit. Nous traversions maintenant le pays montueux et boisé qui ferme au sud les campagnes d'Orsena. Le pavé romain pointait par places au travers de ces routes étroites, parfois recouvertes en voûte d'un berceau serré de verdure, où la vigne s'enlaçait encore aux branches. Au bout de ces perspectives braquées comme le canon d'une arme, s'ouvraient des lointains de vallées d'un bleu de matin. La splendeur mûre et l'opulence d'Orsena montaient au cœur de toutes ces campagnes gorgées de l'automne. Au-dessus de nous, la fraîcheur s'égouttait lentement des branches en se diluant comme une odeur dans l'air transparent. De grands treillis de soleil filtraient jusqu'à la route. Une plénitude calme, une bienvenue de jeunesse pure montait de ce profond matin. Je buvais comme un vin léger cette fuite douce au travers des campagnes ouvertes. Mais c'était moins l'avenir béant que la persistance autour de moi d'une présence assurée et familière, et pourtant déjà condamnée, qui m'emplissait le cœur. M'éloignant à toute vitesse de ma ville, je respirais Orsena de tous mes poumons. Je songeais combien les fibres qui me retenaient à ce pays étaient profondes, comme à une femme dont la beauté trop mûre et trop tendre vous tient captif. Puis, de temps en temps, sur cet attendrissement mélancolique, comme un souffle vif et alarmant dans une nuit tiède, glissait ce mot troublant, la guerre. Et les couleurs si pures du paysage autour de moi viraient à une imperceptible teinte d'orage. Ces rêveries énervées et inconsistantes me lassèrent. Nous atteignîmes Mercanza, et je commençai à attacher sur le paysage un œil plus intéressé. La guerre, évidemment, est en toile de fond, et peut-être que c'est pour ça que je reprends la lecture de ce livre-là, parce que même si je vis loin de la guerre, je n'ai jamais vécu la guerre, celle-ci est de retour au loin, mais pas si loin que ça. Et donc il va s'intéresser au paysage. Évidemment, Julien Gracq est géographe. Et les paysages, les lieux ont une importance très très forte pour lui.
Passer les remparts de la vieille forteresse, donc on est à Mercanza, passer les remparts de la vieille forteresse normande, le souffle du sud devenait déjà sensible à l'amaigrissement progressif de la végétation. À la buée vaporeuse qui roulait sur les forêts humides d'Orsena avait succédé une sécheresse lumineuse et dure, sur laquelle étincelaient crûment, dans la distance, les murs blancs et bas des fermes isolées. Le sol, en s'aplanissant brusquement, tendait à notre rencontre de grandes steppes nues que la route écorchait à peine sous le soleil d'un sillon plus cuisant. Le vent de la libre vitesse claquait à nos oreilles en ondes plus larges sur ces plaines battantes. Ces horizons balayés où s'ébattaient d'immenses troupeaux de nuages étaient rendus plus semblables encore à ceux du large par l'apparition, de place en place, de hautes tours de guet normandes semées irrégulièrement sur les steppes rases et qui surveillaient la plaine nue comme des phares. Presque une sorte de mer, déjà, un désert. Mais on a des phares, la mer des Syrtes. On n'y est pas encore, mais on s'en rapproche. Des troupeaux de buffles, à peine domestiqués, surgissaient des vasières et prenaient le trot, cornes hautes, toute la horte massive, hérissée soudain par le vent. C'était un pays plus libre et plus sauvage, où la terre, laissant affleurer sa surface pure, semblait nous inviter, en exaspérant d'elle-même notre vitesse, à nous rendre sensibles comme du doigt sa seule courbure austère, et, aspirant toujours plus loin notre machine, lancée à fond de course, indéfiniment à faire basculer ses horizons. La nuit monta de l'est et s'éleva sur nous comme un mur d'orage. La tête renversée dans les coussins, au cœur de l'obscurité, je me plongeai longuement aux constellations calmes, dans une exaltation silencieuse. Ces dernières étoiles devaient briller pour nous sur les Syrtes. On se rapproche. Lorsque je revis en souvenir les premiers temps de mon séjour dans les Syrtes, il y a une sorte de pause ou d'ellipse, en fait. On est plus tard, puisque on revit ce moment-là, ou même un moment futur, par rapport à ce qu'on vient de lire, mais dans les souvenirs. C'est toujours avec une vivacité intense que revient à moi l'impression anormalement forte de dépaysement que je ressentis dès mon arrivée, et toujours à ce rapide voyage qu'elle s'attache pour moi avec le plus de prédilection. Nous glissions comme dans le fil d'un fleuve d'air froid que la route poussiéreuse jalonnait de vagues pâleurs. De part et d'autre de la route, l'obscurité se refermait opaque. Au long de ces chemins écartés, où toute rencontre paraissait déjà si improbable, rien n'égalait le vague indécis des formes qui s'ébauchaient de l'ombre pour y rentrer aussitôt. Vraiment, on entre dans quelque chose de très mystérieux. Dans l'absence de tout repère visible, je sentais monter en moi cette atonie légère et progressive du sens de l'orientation et de la distance qui nous immobilise avant tout indice, comme l'étourdissement commençant d'un malaise au milieu d'une route où l'on s'est égaré. Sur cette terre engourdie dans un sommeil sans rêve, le brasillement énorme et stupéfiant des étoiles déferlait de partout, en l'amenuisant comme une marée, exaspérant l'ouïe jusqu'à un affinement maladif de son crépitement d'étincelles bleues et sèches. Comme on tend l'oreille malgré soi à la mer devinée dans l'extrême lointain, cette succession de comparaisons qui trouble finalement notre perception. On ne sait plus vraiment où on est, on se perd.
Emporté dans cette course exaltante au plus creux de l'ombre pure, je me baignais pour la première fois dans ces nuits du sud inconnues d'Orsena, comme dans une eau initiatique. Quelque chose m'était promis, quelque chose m'était dévoilé. J'entrais sans éclaircissement aucun dans une intimité presque angoissante. J'attendais le matin, offert déjà de tous mes yeux aveugles, comme on s'avance les yeux bandés vers le lieu de la révélation. Là, tout d'un coup, on attend quelque chose à nouveau, une révélation. Il se leva derrière la broussaille pluvieuse et les nuages bas d'une plaine déserte. De durs cahots secouèrent la voiture sur une piste écorchée et galeuse, rongée de larges plaques malsaines, d'une herbe maigre. Cette piste ressemblait à une tranchée basse. De chaque côté, à hauteur d'homme, elle paraissait taillée à angles vifs dans une mer de joncs serrés et grisâtres, dont l'œil balayait la surface jusqu'à l'écœurement, et dont les détours continuels de la route paraissaient murer à chaque instant les issues. Aussi loin que l'œil porta à travers la brume liquide, on n'apercevait ni un arbre, ni une maison. L'aube spongieuse, un sens de l'adjectif chez Julien Gracq, l'aube spongieuse et molle, souvent par deux les adjectifs. L'aube spongieuse et molle était trouée par moments de louches passées de lumière qui boitaient sur les nuages bas comme le pinceau tâtonnant d'un phare. L'intimité suspecte et pénétrante de la pluie, voyez à nouveau deux adjectifs, l'intimité suspecte et pénétrante de la pluie, le tête-à-tête désorientant des premières gouttes hésitantes de l'averse calfeutrait ces solitudes vagues, exaspérant un parfum submergent de feuilles mouillées et d'eau croupie. Sur le feutrage mou du sable, chaque goutte s'imprimait avec une netteté délicate, comme on distingue de la pluie les grains plus vivants qui s'égouttent du feuillage. Sur la gauche, à peu de distance de la route, la mer de joncs venait border des vasières et des lagunes vides, fermées sur le large par des flèches de sable gris, où des langues d'écume se glissaient vaguement sous la brume. Le silence suspect, on avait déjà une intimité suspecte et pénétrante avant. Ici, on a un silence suspect. Il y a une inquiétude qui naît petit à petit. Le silence suspect du paysage était rendu plus sensible par les arrêts brusques et les reprises hésitantes de la pluie, et l'impression de suspens insolite que communiquaient ces intervalles inégaux. Sous ce jour fuligineux, dans cette moiteur ensommeillée et cette pluie tiède, la voiture roulait plus précautionneusement, jetant sur ce douteux voyage comme une nuance fugitive d'intrusion. Ce feutrage languissant de fin de cauchemar reculait dans les âges, sous cette haleine chaude et mouillée, retrouvait les lignes sommaires, le flou indéterminé et le secret d'une prairie des premiers âges, aux hautes herbes d'embuscade. C'est aussi un voyage dans le temps, finalement, ce voyage-là. Nous roulâmes de longues heures à travers ces terres de sommeil. De temps en temps, un oiseau gris jaillissait des joncs en flèche et se perdait très haut dans le ciel, tressaillant comme la balle sur le jet d'eau à la cime même de son cri monotone. Une corne de brume échouée sur un haut fond perçait le brouillard sur deux tons calmes d'un gros soufflet assoupi. Un coup de vent parfois faisait sur les joncs son frôlement triste. Un instant, l'eau des lagunes évaporait sa buée sur une glace terne, une peau morte et privée de reflets. Quelque chose s'étouffait derrière ce brouillard.
de terrain vague, comme une bouche sous un oreiller. La piste soudain redevint route. Une tour grise sortit du brouillard épaissi. Les lagunes vinrent de toutes parts à notre rencontre et lissèrent les berges d'une chaussée à fleur d'eau. Quelques fantômes de bâtiments prirent consistance. C'était le bout de notre voyage. Nous arrivions à l'Amirauté. La route mouillée miroita faiblement. Aux côtés d'une silhouette qui balançait un fanal pour guider dans le mur de brouillard les évolutions de la voiture, se montrèrent un ciré de matelot, une vieille casquette d'uniforme et une dure et courte moustache perlée de gouttes. Le capitaine Marino, commandant de la base des Syrtes. C'est presque une sorte de fantôme, ce personnage qui surgit tout d'un coup. On m'avait peu parlé de lui à Orsena. Sinon, la légèreté des bureaux secrets se montrait là sous son vrai jour, sur ce ton désagréablement superficiel et ce négligé désinvolte avec lequel on fixe la nuance de quelques vagues relations mondaines, comme d'un homme simplement ennuyeux. Cette disqualification sommaire avait suffi à le repousser jusqu'ici dans un très vague arrière-plan. Il était là, maintenant. Cette silhouette massive sortie de la pluie est maintenant bien réelle au bout de cette fantasmagorie de brume. Nous allions vivre ensemble. J'eus soudain la vive conscience de serrer la main d'un inconnu. Cette main était forte, lente et bienveillante. L'accueil courtois. Et quelques moqueries voilées de bonhomie qui transparaissaient dont la voix était faite pour me mettre à l'aise, dès l'entrée, sur ce qu'il y avait d'un peu scabreux dans une pareille prise de contact. Je compris dès l'abord qu'il ne s'élèverait pas entre nous de pique au sujet de mes singulières fonctions. C'était beaucoup. Mais il me parut en même temps qu'il serait assez long d'en savoir davantage. Il y avait dans ce regard rapide et aigu, à nouveau, les deux adjectifs, rapide et aigu, pour le regard rapide et aigu, une pénétration embusquée qui contrastait avec la grosse voix forte et rassurante. La voix, elle est forte et rassurante, c'est moins original que rapide et aigu. Ça rassure plus, cette voix, que ce regard. Dans le masque calme et la bouche mesurée, une maîtrise visible et une réserve. Les yeux, assombris par la visière très basse, étaient d'un gris de mer froid. À cette main tannée qui s'attardait de façon marquée à serrer la mienne, il manquait 2 doigts. Le capitaine Marino sortait bel et bien de la brume, et quelque chose en moi murmurait qu'on ne l'y replongerait plus désormais si commodément. Ainsi surgit des brumes fantomatiques de ce désert d'herbe. Au bord d'une mer vide, c'était un lieu singulier que cette Amirauté. Devant nous, au-delà d'un morceau de lande rongé de chardon et flanqué de quelques maisons longues et basses, le brouillard grandissait les contours d'une espèce de forteresse ruineuse. Derrière les fossés à demi comblés par le temps, elle apparaissait comme une puissante et lourde masse grise aux murs lisses percés seulement de quelques archères et des rares embrasures des canons. La pluie cuirassait ses dalles luisantes. Le silence était celui d'une épave abandonnée. Sur les chemins de ronde embourbés, on n'entendait pas même le pas d'une sentinelle. Des touffes d'herbe emperlées crevaient, çà et là, les parapets de lichen gris. Aux coulées de décombres qui glissaient au fossé se mêlaient des ferrailles tordues et des débris de vaisselle. Vraiment, on a l'impression d'une ruine. La poterne d'entrée révélait l'épaisseur formidable des murailles,
Les hautes époques d'Orsena avaient laissé leurs chiffres à ces voûtes basses et énormes où circulait un souffle d'antique puissance et de moisissure. Par les embrasures ouvertes au ras du pavé, des canons aux armes des anciens podestats de la ville béaient sur un gouffre immobile de vapeur blanche d'où montait le souffle glacial du brouillard. Une atmosphère de délaissement presque accablante se glissait dans ces couloirs vides où le salpêtre mettait de longues coulures. Nous demeurions silencieux, comme roulés dans le rêve de chagrin de ce colosse perclus, de cette ruine habitée sur laquelle ce nom, aujourd'hui dérisoire, d'amirauté, mettait comme l'ironie d'un héritage de songe. On voit bien ce côté fantomatique et comme dans un rêve de ce lieu. Ce silence, on insiste sur le silence, engourdissant finit par nous immobiliser en face d'une embrasure. Et ici se place pour moi le souvenir d'une mimique qui devait me devenir à la longue intensément significative. Nos yeux, fixés sur le large, se fuyaient plus commodément, s'accotant familièrement, comme par moquerie, à l'affût d'un canon énorme. Marino tira de sa poche une pipe et la frappa longuement contre le bouton de la culasse. Un rayon jaune glissait jusqu'à nous à travers le brouillard et des cours intérieures, soudain, le chant paisible d'un coq vint apprivoiser dérisoirement cette ruine de cyclope. Et il me revient aussi étrangement à l'oreille le très bref et très sec « voilà », avec lequel Marino parut clore la visite et rompre l'envoûtement en martelant plus fort le talon de sa botte. Déjà, le brouillard se diluait d'encre. La nuit tombait. Le capitaine Marino me présenta les 3 officiers qui servaient sous ses ordres. C'étaient là tous les cadres de la flottille des Syrtes. Le dîner d'arrivée était servi, par exception, dans l'une des casemates de la forteresse. La routine quotidienne s'en écartait d'instinct et n'osait plus en déranger les songes. On eût dit que ces bastions de légende effarouchaient la vie familière. Sous ces voûtes aux échos inquiétants, la conversation s'engageait mal. On me pressait de questions sur Orsena, quittée la veille. Orsena était bien loin. Je regardais la fumée des flambeaux d'apparat monter droite vers la pierre basse et nue. Je respirais cette odeur froide de cave et de pavés moisis. J'écoutais les lourdes portes cloutées réveiller les échos des couloirs. Sous cet éclairage théâtral et faible, un halo de brume traînait encore pour moi autour des visages que je distinguais mal. La contrainte hésitante et raidie d'une première rencontre ajoutait encore à la bizarre impression d'irréel qui m'envahissait. Aux instants de silence que Marino ne cherchait guère à rompre, les visages des convives devenaient de pierre, retrouvaient un instant le profil dur et le masque austère des vieux portraits, de l'âge héroïque pendu au palais d'Orsena. Le moment des toasts arriva. Le plus jeune des officiers me souhaita la bienvenue sur le front des Syrtes. Et Marino leva sa coupe à la formule réglementaire jusqu'à la hauteur d'un sourire de visible ironie. Mon logement était préparé dans le pavillon du commandement. L'une des simples maisons basses, la même odeur froide et moisie, habitait ces longues pièces humides, grossièrement carrelées et presque vides. J'ouvris sur la nuit la fenêtre de ma chambre. Elle donnait sur la mer. Une palpitation faible venait des lagunes à travers le noir opaque. Les grandes ombres volant sur les murs au gré de la lumière vacillante m'intriguaient. Je la soufflais me couler dans des draps rêches et grenus.
à la fade odeur moisie de suaire. Un bruit faible de vagues se glissa jusqu'à moi dans l'obscurité revenue. Je me pinçai le bras. J'étais bien au Sirte. L'aboiement d'un chien, un remue-ménage et un piaillement de basse-cour m'arrivèrent distinctement à travers le silence. Presque aussitôt, je m'endormis. Et nous voici donc à la fin du premier chapitre du Rivage des Sirtes, l'arrivée dans ce lieu à la fois prestigieux, inquiétant, décrépit, qu'est cette amirauté au bord du rivage, avec l'ennemi en face, mais l'ennemi invisible. On entrera pour le deuxième chapitre dans la chambre des cartes tout bientôt, mais pour l'instant on va s'arrêter là.